Bonsoir à tous. Merci d'être venus et d'avoir bravé les intempéries. Nous allons vous présenter, la compagnie de l'Oiseleur et l'Orchestre de la Crise vont vous présenter un concert lyrique depuis l'histoire du chant lyrique en Occident, depuis à peu près 1680 jusqu'à 1880, à peu près 2 siècles de musique. Et nous allons commencer avec Marc-Antoine Charpentier, qui était musicien sous la cour de Louis XIV et qui a composé plusieurs Te Deum. Celui-ci, ceux qui ont connu l'ORTF vont se souvenir de quoi il s'agit. Et pour ceux qui ne sont jamais allés à l'opéra, vous allez entendre deux voix, en fait. Dans le registre féminin, il y a les sopranos, les mezzo-sopranos et les contraltos. Et chez les hommes, il y a les ténors, les barytons et les basses. Et vous allez entendre 2 voix médianes qui sont chez les hommes le baryton et mezzo-soprano. Et nous allons vous présenter des extraits de cette énorme histoire du lyrique, en fait, en Occident, qui a d'abord été religieux et puis après qui est, avec Monteverdi en 1608, qui est passé sur scène et on a commencé à raconter des histoires en musique, des histoires tirées d'abord de la mythologie et puis après d'autres sujets. Pour l'instant, c'est le Te Deum de Marc-Antoine Charpentier.
Nous sommes donc là en plein début de l'âge baroque, et 100 ans auparavant, sous Henri IV, on construisait ces extraordinaires écuries que vous avez derrière, qui sont très impressionnantes pour le pays, en fait. Ça veut dire qu'il y avait une garnison impressionnante. Vous pouvez mettre 40 chevaux, plus de 40 chevaux, ce qui est très important, ce qui veut dire qu'il y avait un territoire à défendre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé en prélude ce concert avec ce petit spectacle équestre, et aussi parce que la compagnie de l'Oiseleur prépare des spectacles équestres avec des chanteurs d'opéra à cheval. Voilà, on vous tiendra au courant. À présent, donc nous avançons de 50 ans en Angleterre avec Georg Friedrich Händel, qui est un compositeur allemand, mais qui a fait toute sa carrière en Angleterre, qui a écrit quantité d'opéras, d'oratorios, de la musique de chambre aussi, et qui avait son propre théâtre et sa propre compagnie à Londres. Les opéras, à l'époque, servent à flatter les puissants, et donc on choisit des sujets qui peuvent aller dans l'idée de récolter de l'argent de la part des puissants, que ce soit les grands aristocrates ou même le roi. Et donc là, par exemple, Händel et son librettiste choisissent le personnage de Jules César, et complètement transposé et évidemment aménagé pour l'opéra. C'est à l'époque où c'est l'histoire avec Pompée, en fait. Ça se passe à Alexandrie, 48 avant Jésus-Christ. Et Jules César a poursuivi Pompée jusqu'à Alexandrie. Et Ptolémée, le roi égyptien, croyant faire plaisir à César, assassine Pompée, sans savoir que Jules César s'était réconcilié avec Pompée. Voilà. Là-dessus arrive Cléopâtre, et Cléopâtre et Ptolémée sont frères et sœurs et aussi se disputent le trône d'Égypte. Et donc Cléopâtre va tout faire pour séduire Jules César, pour évincer son frère. Et là, donc, on nous présente, c'est un air originellement écrit pour violon solo et contralto, un contralto masculin, puisque à cette époque-là, les femmes n'avaient pas le droit de chanter sur scène, et donc on utilisait des castrats. Les castrats, ce sont des jeunes enfants, pour la plupart issus de familles pauvres, qu'on rachetait, que des scouts, que des gens en Italie, des gens étaient payés pour sillonner le pays et trouver dans les chorales au fin fond de l'Italie des petites chorales où il y avait des enfants qui chantaient bien, et ils les rachetaient à leurs parents et ils les castraient. C'était très barbare. Il y en avait évidemment 1 sur 3 qui mourait par manque d'hygiène. Et voilà, mais après, ceux qui résistaient étaient promus à au moins une carrière dans une église, ou même parfois devenaient des stars, et un peu comme Madonna ou Lady Gaga ou Johnny Hallyday de nos jours. On a même arrêté des batailles pour faire passer un carrosse d'un castrat. Et voilà. Et donc dans Jules César, par exemple, Händel fait venir d'Italie, sur les 8 rôles, il y a 4 castrats qu'Héndel a fait venir d'Italie. Après, c'est un Jules César complètement fantaisiste. Là, il dit, c'est un air où la voix et la flûte vont rivaliser. Ça parle de Jules César dit que quand un oiseau qui chante bien se cache, son chant, comme il est modeste, son chant est encore plus beau. Imaginez que c'est un petit peu comme si de nos jours, les conseillers de monsieur et madame Trump leur disaient d'aller batifoler dans les champs, et qu'on les filmerait comme ça et que les gens les trouveraient plus sympathiques. Voilà.
più grato il suo più grato il suo sei fiorito meno prato l'angeli la fiore si nasconde
Ces petits épisodes baroques, nous revenons à Jean-Philippe Rameau, dont vous avez entendu en introduction de ce concert l'entrée des sauvages, extrait des Indes galantes. Donc Jean-Philippe Rameau est ce compositeur qui a composé que de la musique de chambre et puis qui tout d'un coup, à l'âge de 50 ans, a décidé d'écrire de l'opéra. Et ces 50 ans, c'était tard à l'époque, et qui a eu tout de suite un succès phénoménal et qui a pondu une quantité de chefs-d'œuvre, dont les Boréades, Castor et Pollux, Platée. Et là, c'est Hippolyte Aricie, c'est donc un sujet tiré de la mythologie, c'est l'histoire de Thésée, donc qui a eu un enfant, Hippolyte, avec la reine des Amazones, Hippolyte aussi, qui avait le même nom. Et puis elle meurt, et donc il épouse Phèdre, qui est la sœur d'Ariane, qui est une princesse de Crète. Et parce que Thésée n'avait pas fait quelque chose de bien, en fait, Aphrodite punit Phèdre et la fait tomber amoureuse de son gendre, de son beau-fils, pas de son gendre, de son beau-fils, ils ont à peu près le même âge en fait. Et évidemment, Hippolyte, lui, aime une autre jeune femme, et donc il est stupéfait de voir sa belle-mère venir lui déclarer sa flamme, mais il n'ose rien dire. Et quand Thésée remonte des enfers, où il est allé faire tout un truc avec son pote Pirithous, qui d'ailleurs le pauvre est resté dans les enfers, quand il remonte, il trouve le chaos chez lui, et Phèdre, dépitée d'avoir été repoussée par Hippolyte, l'accuse, elle dit que c'est Hippolyte qui l'a agressée. Et du coup, Hippolyte ne se défend pas, et du coup Thésée est furieux, et décide de le... Il ne peut pas le tuer lui-même, mais il le met au bord de la mer, où il y a un monstre marin qui va venir le... Voilà. Donc là, c'est le moment où Thésée apprend qu'Hippolyte, son fils, a voulu agresser, a voulu séduire sa femme Phèdre. Il faut dire qu'il n'avait pas à descendre. Il faut dire s'il était resté chez lui tranquillement, Phèdre n'aurait pas été toute seule. Et c'est une autre histoire. Ah, qu'on daigne. Du coup, j'en profite pour vous dire que là, c'est un petit arioso qui est incroyablement précurseur de Mozart et de Schubert, en fait. C'est presque romantique, ce qui est assez étonnant. On est en 1750-55. Ah, qu'on daigne du moi, en m'ouvrant les enfers, rendre un vengeur à l'univers. Puisque Pluton est inflexible, Dieu des mers, c'est à toi que je dois recourir. Que ton fils en son père éprouve un cœur sensible. Trois fois
le fleuve, ô Dieu même terrible, et qu'il n'ose jamais attester vainement, le Styx a reçu ton serment. Au premier de mes vœux, tu viens d'être fidèle. Tu m'as ouvert l'affreux séjour où règne une nuit éternelle. Grand Dieu, daigne me rendre au jour. Grand Dieu, daigne me rendre au jour. Nous passons à Mozart avec la flûte enchantée, qui est son avant-dernier opéra, qui est une commande d'un petit théâtre des faubourgs, d'un monsieur qui s'appelait Schikaneder, qui tenait ce théâtre et qui a coécrit, enfin qui a écrit, Mozart l'a un peu aidé, le livret. Donc c'est une fable initiatique, c'est un jeune prince qui s'égare hors du royaume paternel, volontairement ou non, on ne sait pas. En tous les cas, il va plus loin que les limites qu'on lui a assignées. Et il arrive dans un autre royaume qui ne connaît, poursuivi par un monstre. Est-ce que ce monstre aussi c'est symbolique? Est-ce que c'est quelque chose dans sa tête? Est-ce que c'est un monstre réel? On ne sait pas. En tous les cas, il se retrouve dans une situation où il tombe amoureux de la princesse du lieu, mais elle-même a été séparée de sa mère, qu'on a estimée néfaste. Mais est-elle vraiment néfaste? Enfin, tout est à double sens, en fait. C'est la reine de la nuit, et Sarastro, donc, qui est l'homme soi-disant sage, mais est-il vraiment sage? Voilà, donc il y a plein de choses, c'est absolument fantastique. Mais Mozart avait pour cahier des charges de faire quelque chose de populaire pour un public populaire. Et donc, voilà, vous connaissez tous l'air de la reine de la nuit, les choses les plus célèbres, etc. Et donc là, il y a des couples, il y a les couples princiers, il y a Tamino et Pamina, et puis il y a les couples populaires qui sont Papageno et Papagena, qui sont un peu les deux faces des mêmes personnes. On est tous un peu mélange, on a tous des aspects à la fois triviaux et nobles, plus ou moins. Il y en a qui ne sont que nobles, probablement. Et Papageno est un oiseleur, ein Vogelfänger. C'est quelqu'un qui capture les oiseaux vivants, soit par des pièges, soit avec de la glu, les passereaux chanteurs, et qui les met en cage et qui les vend dans les châteaux. Donc c'est pas un joli métier. C'est un joli nom, mais c'est pas un joli métier. Il se trouve que c'est mon nom et c'est pas du tout un pseudonyme. Mes ancêtres étaient oiseleurs au Moyen-Âge comme Papageno. Et donc là, c'est son air d'introduction. Il arrive et il raconte sa vie. Il dit qu'il est un oiseleur qui capture les oiseaux et qu'il est très heureux, sauf que maintenant, ce qu'il aimerait capturer, c'est une jolie pépée.
Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsasa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei Alt und Jung im ganzen Land. Weiß mit dem Logen umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heißer Hopsasa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei Alt und Jung im ganzen Land. Weiß mit dem Logen umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig ein. Der Vogel. Wenn alle Mädchen wären, so tauschte ich für Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, denn geb ich gleich den Zucker Sie küsste sie mich zärtlich an, sie wär mein Weib und ich ihr Mann. Ich wiegte sie wie bei mir ein, ich wiegte sie mir bei mir ein. Passons à présent aux Noces de Figaro, sur un livret de l'abbé da Ponte, tiré du mariage de Figaro de Beaumarchais, dont Mozart n'a eu et da Ponte n'ont eu l'autorisation de ne tirer que l'intrigue amoureuse et rien de tout ce qu'il y avait de politique, qui était très subversif pour l'empereur d'Autriche et son directeur de la musique. L'histoire se passe en Espagne, et le comte Almaviva vient d'abolir le droit de cuissage sur ses États. Il se veut un aristocrate éclairé et progressif. Le droit de cuissage était le droit qu'avaient les nobles de... comment dire de profiter des jeunes épouses avant leur mari. Voilà. Donc il abolit ce droit-là, mais il s'en repent parce que justement la Suzanne, la camériera de la comtesse Almaviva, est fort mignonne et c'est le jour de son mariage avec Figaro et il aimerait bien cela. Voilà. Et donc voilà, il regrette beaucoup. Et par ailleurs, le comte Almaviva est une espèce de petit don Juan de province, c'est un joli garçon, un peu bené, mais comme il est comte et il ne sait rien d'autre, il profite de sa situation. Et donc il drague tout ce qui se passe, sauf qu'arrive dans le poulailler un autre petit jeune loup qui est Chérubin, qui est son page, qui est un jeune aristocrate d'une quinzaine d'années, qui vient faire ses classes à la cour du comte Almaviva. Et sauf que le petit Chérubin est beaucoup plus malin et un don Juan en puissance, et que lui aussi a repéré toutes les femmes du château, et sauf qu'il a 14-15 ans, il ne sait pas encore trop comment les prendre, quoi faire, et c'est ce qu'il dit dans ce célébrissime aria. Il dit « Voi che sapete », vous qui savez, il parle à la comtesse et à Suzanne, et il leur dit « Vous qui savez ce que c'est que l'amour, mais dites-moi ce qui se passe, je ne comprends pas, il se passe plein de choses dans mon corps, dans ma tête. »
vita tremo senza saper nutro pace notte ne di ma per me piace languir così voi che sapete che cos'è amor donde vedete sia nel cor donde vedete sia nel cor donde vedete sia nel cor. Vous venez donc d'entendre ce qu'on appelle un rôle travesti ou un rôle pantalon. C'est pas écrit pour un castrat, bien que Mozart ait écrit pour des castrats dans ses opéras de jeunesse. Ça, c'est vraiment écrit pour un mezzo-soprano féminin, de façon à jouer sur l'ambiguïté d'une femme qui chante un rôle d'homme et qui en plus va se déguiser en femme pendant l'opéra. Ce chérubin, à un moment, va être déguisé en femme par Suzanne. C'est pour jouer sur les rapports un peu sensuels entre femmes. À présent, Don Giovanni, le duo entre Don Giovanni et Zerlina. Donc, c'est un moment de l'opéra où Don Juan arrive dans un endroit avec Leporello. Il est poursuivi par Donna Elvira et toutes les femmes et les milliers de femmes qui sont dans son catalogue, qui l'a séduit. Qui l'a séduite. Oui. Et puis là, il arrive sur une place de village et il y a un mariage. Et il y a une très jolie mariée qui est Zerlina. Et Don Juan la repère tout de suite et fait évincer commence à la draguer. Et il fait évincer le mari par Leporello. Il se retrouve tout seul avec Zerlina. Et il lui dit viens donc dans ce petit kiosque. Ça va être formidable. La ci darem la mano, la mi dirai di sì, e di non è lontano, partiam ben mio da qui. Vorrei e non vorrei, mi trema un poco il cuor, felice versarei, ma può burlarmi ancor, ma può burlarmi ancor. Vieni, mio bel diletto, Mi fa vita
Andiamo bene, andiamo, le pena ristorar d'ore accetta amor. Merci. 15 minutes d'entracte et nous reprendrons avec la danse slave de Dvorak.